Voici l'histoire d'une formidable enquête. Marie-Madeleine Liotard, que tout le monde appelle Mado, a fouillé dans toutes les archives disponibles pour raconter le village de Chabriant dans le Val-de-Drôme à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Elle nous en raconte les femmes et les hommes dans les vies de chaque jour. Mais en vérité, ce qui fait l'intérêt de son travail, c'est que bien au-delà de ce village particulier, c'est tout le monde rural de cette région à cette époque qu'elle restitue. Tout ce qui est en rouge correspond donc à l'histoire de Chabriant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dossiers, mais c'est beaucoup que des photocopies que j'ai faites au cours du temps, que je savais qu'un jour ou l'autre j'utiliserais. Après, tout ce qui est en partie verte correspond à la partie familiale ou voilà, à la généalogie et puis à des sources différentes. Mais là, j'ai beaucoup de livres anciens, par exemple Jules Chevalier, qui sont les mémoires pour servir à l'histoire du comté de Valence. J'ai beaucoup de choses qui, à l'époque, n'étaient pas numérisées et donc je voulais avoir pour pouvoir faire mes recherches. Le livre sur Chabriant, on peut dire que c'est le résultat de combien de mois de travail? Je l'ai travaillé sur 5 ans, on va dire. Alors voilà, par exemple, j'ai un classeur sur les archives communales. Donc celui-ci commence en 1694. Les archives départementales m'avaient fait les photocopies de tous ces documents, donc j'ai pu commencer à faire un travail là-dessus, sur les naissances, baptêmes et mariages, quelque chose de très complet. C'est vrai qu'on se rend compte que c'est difficile, mais petit à petit, j'ai appris à lire ces vieilles écritures. Je suis préparatrice en pharmacie, donc j'étais habituée depuis longtemps à lire les écrits des médecins qui ne sont pas toujours très faciles. J'ai le fonds privé qui correspond à la numérisation de toutes les photos que j'ai pu avoir. Voilà, alors une plaque photographique type, elle n'est pas du tout cassée, la plaque, mais c'est l'enduit qui est derrière qui s'effrite. Et c'est une chance d'avoir voilà, d'avoir ce fond, par exemple. Donc je les numérise. Et ce qui est intéressant, ben là, c'est sur la vie à la campagne, donc c'est vraiment un plus. J'ai commencé par la généalogie, j'avais 25 ans à peu près, et depuis cette passion ne m'a plus quittée. Et surtout parce que j'ai beaucoup d'ancêtres chabrianais, et ce qui m'a tournée vers l'histoire de Chabriant. Donc depuis des années, j'ai amassé des documents et j'ai beaucoup questionné les gens. Pendant des années, j'ai beaucoup fait les archives départementales. La mairie m'a chargée de faire le classement des archives communales, ce qui m'a permis d'avoir encore un autre fonds. Ça a été un plus pour moi, ces archives privées. J'ai eu énormément de chance par rapport à ça parce que c'est ce qui, je trouve, qui donne vie à un récit historique et surtout pour un petit village. Et je voulais surtout donner la parole aux petites gens. C'est une bande d'amis, voilà, c'est donc d'où le nom de notre association, les Amis de Chabriant.
qui s'est réunie autour de ma passion, et je ne les remercierai jamais assez. Donc notre association a été créée en 2001 pour la sortie de mon premier livre, Visite de Chabrian. Cette association s'est donnée pour but la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine chabrianais. On a la journée des peintres, puisque c'est une mise à valeur du patrimoine chabrianais qui est portée surtout par Daniel Boulet, voilà, parce qu'on se partage un petit peu les tâches. À une époque, on a fait un gros travail pour la sauvegarde des églises chabrianaises. On a commencé par Saint-Julien. Et puis par l'église Saint-Pierre, on a pu être reconnu association d'intérêt public et donc nous avons récolté plus de 110 000 euros, ce qui a été un plus pour aider la mairie pour les restaurations de ces deux monuments. L'église Saint-Pierre, et c'est vrai, on en est très fiers, c'est un édifice du XIe siècle. C'est le plus ancien monument de la commune. Elle a été construite sur un lieu antique, donc gallo-romain. D'ailleurs, dans ces murs, on retrouve des pierres de construction gallo-romaine. C'était une église très ancienne qui dépendait de l'abbaye Saint-Thiers-dessous, ce qui peut expliquer peut-être la richesse de ces chapiteaux à l'intérieur. À une époque, en 1700, il était question de la démolir, mais les consuls s'y sont opposés. Et au cours du temps, les Chabrianais ont toujours été présents pour sa restauration parce que voilà, ils ont un attachement vraiment, on va dire, presque viscéral des anciennes familles à ce monument. Dans le château, il y a une partie qui s'appelle le fort de la Motte et qui a été construit, on pense, vers le XIe, XIIe siècle. Chabrian a pendant été de nombreux siècles habité par des peuples gallo-romains. Nous avions plusieurs villas dans la plaine et suite après aux invasions barbares, les gens se sont installés sur ce éperon rocheux et ils ont construit donc un château et donc le premier élément a été le fort de la Motte. Et il a été construit sous les seigneurs qui s'appelaient de Chabrian. Il a appartenu au futur roi Louis XI, qu'il a détenu pendant 5 ans. Mais après, il a échangé ce château avec la famille Moreton, et qui est venu s'installer à Chabrian dans les années 1450, je crois, et dont les descendants sont toujours les propriétaires. Donc cette famille de Moreton a pris le nom de Moreton de Chabrian. La Révolution, eh ben, ils ont émigré, donc le château a été remis plus ou moins à la communauté chabrianaise, mais j'ai oublié de dire que les Moretons l'avaient quitté en 1650 parce que déjà il était délabré. Il était en fort mauvais état. Et donc à la Révolution, il est quand même en partie en ruine, il n'a plus de toiture. Et les Chabrianais se réunissent, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ils décident, ben, ceux qui ont besoin de pierre, vous pouvez venir vous servir et pour faire vos maisons. Donc on a pas mal de maisons dans Chabrian qui sont construites avec les murs du château. Je ne dirais pas que c'est un village pauvre. On a encore tout l'héritage du travail de la soie. Il y a beaucoup de fermes. Il n'y a que de l'agriculture, quelques artisans, mais voilà. Il y a beaucoup de domestiques. Et une ferme comprend plusieurs générations. On a les grands-parents, les parents, les enfants. Et puis il peut y avoir aussi pas mal de personnes qui ne sont pas mariées parce que voilà, des célibataires, donc les oncles et tantes, ça peut être un grand-père, une grand-mère qui arrive d'ailleurs.
Et puis surtout tout un monde de domestiques qui est là dans chaque ferme. Vers 1870, ce sont des domestiques, très jeunes, puisque les enfants ne sont pas encore obligés d'aller à l'école, mais il faut qu'ils travaillent. J'ai pu découvrir des petits bergers qui, à partir de 7 ans, 9 ans, 10 ans, sont employés dans ces fermes. Domestique, ça ne veut pas dire ce que nous entendons aujourd'hui par domestique. C'est plutôt des ouvriers de ferme. C'est des hommes à tout faire, qui travaillent du matin au soir, qui sont payés très chichement. Ils gagnent par exemple à peu près 300 francs à l'année. Bon, ils sont nourris, logés chez le propriétaire, mais bon, souvent ils dorment dans les granges, en dessus des écuries. C'est une manière aussi pour le propriétaire d'avoir quelqu'un qui surveille son bâtiment et ses animaux. Bon, ils mangent à la table des propriétaires, mais c'est une vie quand même difficile et fruste, enfin, on va dire. Donc on a les domestiques et après on trouve les journaliers. Alors les journaliers peuvent avoir quelques arpents de terre, mais ça ne suffit pas pour les nourrir, donc ils sont obligés d'aller travailler la journée, d'où leur nom, journalier. Donc eux, c'est une tranche qui est souvent mariée, parce que les domestiques ne sont pas encore mariés ou ils restent vieux garçons. Alors que les journaliers, bon, fondent une famille et ils vont travailler la journée, mais eux, c'est très aléatoire parce qu'ils ont du travail pendant l'été, par exemple, mais pendant l'hiver, ils n'ont rien et on se rend compte qu'à des périodes très dures, des ateliers de charité sont créés à Chabriant. On a aussi, après comme autre classe, on a après les petits propriétaires qui ont de 1 à 5 hectares, qui arrivent difficilement à vivre quand même, donc qui font aussi partie un peu des journaliers. Et après, on a ceux qui, à partir de 5 hectares, peuvent vivre encore facilement. 5 à 10 hectares, les gens arrivent à vivre parce qu'on vit en autarcie, plus ou moins. Les plus gros propriétaires, ils sont très peu nombreux. Ils se partagent presque la moitié de la commune et eux, par contre, ont plusieurs biens. J'ai oublié de parler des fermiers et des métayers qui sont liés à tous ces gros propriétaires. C'est une population très changeante parce qu'ils travaillent à perte plus ou moins. Alors chaque fois ils changent de lieu en pensant qu'ils auront une meilleure vie. Qui vit un peu avec son passé et qui va être confronté à de grandes crises de la soie et sur la vigne. Il va falloir qu'au cours du temps, ils changent leur fusil d'épaule et qu'ils cherchent à vivre d'une autre manière. Et donc, on va arriver à la veille de la guerre à un village qui s'est beaucoup dépeuplé. Les usines à soie, oui, puisqu'on a eu jusqu'en 1860 à peu près 3 usines à soie quand même à Chabriant. À la grande époque, il y a eu jusqu'à une centaine d'employés, ce qui était énorme. Donc quand j'arrive en 1870, eh bien déjà, voilà, il ne reste plus qu'une seule usine. Donc il y a la maladie des vers à soie, on a beaucoup de mal à obtenir la graine, les œufs des vers à soie. Et donc avant, les gens fabriquaient leurs graines, on va dire, mais après, au cours du temps, il faut aller chercher cette graine de plus en plus loin, on va même jusqu'au Japon. Mais après, ils se fournissent ou sur Lyon, et elles coûtent de plus en plus cher aussi. Et puis après, toujours ces maladies qui sont présentes. Il n'y a que grâce au travail de Pasteur qui a pu faire repartir un petit peu tout ça. Mais malheureusement, les soies étrangères ont été une concurrence. Malgré une aide de l'État qui a mis en place des subventions, mais au fil du temps, on voit diminuer le travail de la soie, que ce soit l'éducation des vers à soie dans les fermes, et aussi le travail dans les fabriques, puisqu'on se retrouve après plus qu'avec une dizaine d'employés pour une usine qui va fermer en 1914 et qui ne sera jamais rouverte. Le travail de la soie fournit du travail aux agriculteurs,
Malheureusement, c'était beaucoup d'enfants qui étaient engagés dans ces fabriques, hein. Très jeunes et qui travaillent dur, qui font des heures énormes. Voilà. Même que l'État mette en place des horaires précis, les lois sont toujours dépassées. Il y avait aussi beaucoup de jeunes femmes et beaucoup sont mortes aussi de maladies, la tuberculose qui les touchait parce qu'elles travaillaient dans un milieu humide. Ça a été un plus pour certains, pour ceux qui dirigeaient ces usines, puisqu'ils faisaient partie des plus gros contribuables, mais tous ceux qui travaillaient, ils gagnaient de quoi manger, c'est tout. Parce que c'est pas tout le monde qui allait travailler à la fabrique. C'était que vraiment les familles pauvres, les familles qui étaient un peu aisées n'envoyaient pas leurs filles travailler à la fabrique. Quand il y a eu la crise de la soie à cause de la maladie du ver à soie, et quand il y a eu la crise au niveau des vignes, les paysans ont été obligés de réfléchir à qu'est-ce qu'ils pouvaient faire autrement. Donc, grâce au livre de comptes, je me suis rendu compte qu'ils se sont tournés vers l'élevage. Et puis, il a fallu réfléchir à d'autres manières de culture. Et là, ils ont commencé à se regrouper, et puis il y a eu les nouvelles lois qui ont permis les associations. Donc, d'où sont nés les premiers syndicats agricoles, fondés donc par M. de Gaillard-Bancel à Alex, ou M. de Fontgalan à Die. Et ici à Chabriant, nous avions Gassin-Amorique, qui était ami avec M. de Gaillard-Bancel, et qui ont fondé les premiers syndicats agricoles. Et c'est vrai que ça a été un plus, parce qu'après, ça leur a permis de pouvoir avoir un meilleur prix pour acheter leurs semences, des choses comme ça, et qui leur permettait aussi de mieux revendre leur travail. Les Gaillard-Bancel, par exemple, et les deux Fontgalan, etc., sont des grandes dynasties catholiques qui probablement veulent contrôler un peu leur monde. Oui, c'est ça. Ils voulaient aider, mais en même temps, c'était une manière pour eux de défendre leurs idées. Puisque nous sommes à une époque qui a quand même de grandes tensions, avec toutes les tensions autour de la laïcité, qui a été très forte et qui se retrouve dans un petit village et qui se retrouve donc au niveau des élections et des choses comme ça, mais qui se retrouve même au niveau de l'agriculture. À Chabriant, c'est amusant. Monsieur Gassier-Alboric, donc conservateur et très catholique, a monté le syndicat agricole, mais bien sûr, à Chabriant, il y en a qui ne sont pas pour ce genre de courant. Et en contrepartie, se crée une autre société d'agriculture et qui est portée, c'est amusant, par un avocat à Paris et qui est protestant. Le grand débat, c'est encore la République ou la monarchie? Je dirais pas la monarchie, je dirais plutôt la droite. Il y a un partage du village, mais les gens sont obligés de vivre ensemble et qui gardent quand même de certaines relations. On le voit bien dans les fêtes, les choses comme ça. Mais à quelque part, tout est quand même un peu politique, puisque même la fête des Bouviers, elle est portée par les Républicains à quelque part. Alors que Gassier-Almoric faisait les fêtes occitanes, les choses comme ça. Donc on voit toujours ces deux courants. Le curé, c'est un personnage important. Le curé est un personnage important, mais je pense qu'au cours du temps, on se rend compte qu'ils perdent de leur autorité. C'est parce que la séparation de l'Église est là et leur a enlevé beaucoup de poids, par exemple, par rapport aux écoles. Avant, les prêtres avaient un droit de regard sur l'instituteur. À partir des nouvelles lois, il n'a plus le droit de regard et ils perdent une partie de leur bien communal, enfin voilà.
grâce à l'étude démographique, donc, je me suis rendu compte que beaucoup de gens sont partis. Et de ce fait, il y a beaucoup de maisons qui se retrouvent abandonnées et qui se retrouvent en ruine. On a pas mal de maisons dans la campagne qui sont en ruine. Et ce dépeuplement va aller jusque dans les années 1960. Je pensais que le déclin était dû à la guerre de 1914, mais non, il commence déjà avant. C'est dû aux crises agricoles et les gens ne trouvent pas assez pour travailler et ils partent. Nous ne sommes pas loin de la voie de chemin de fer voilà, qui traverse. Et les gens vont travailler ou à Marseille ou à Paris, on s'en rend bien compte, ou à Lyon. Les grands propriétaires, on sent quand même que c'est des mariages arrangés. Les familles ont le même poids au niveau propriété, je veux dire. Par contre, bon, ben, j'ai des écrits de monsieur Augustin Portier. Donc, il explique que ben, les gens se retrouvent par exemple à la Vogue et on se rencontre, on veut faire connaissance, voilà. Mais ça reste, je pense, assez sage quand même. Hein. Les jeunes filles ne sortent pas comme ça, donc je pense que c'est quand même bien réfléchi avec quelle famille on se marie. Oui. Il y a un monde de fêtes, des choses donc bien établies, par exemple les fêtes religieuses, ça c'est sûr. Il y a quelque chose de très important, ben, c'est la vogue du pays, mais qui existe depuis toujours, puisque c'est la suite d'un pèlerinage à l'église Saint-Pierre. Donc elle est ancrée dans le temps depuis un temps immémorial. Et donc la vogue, ça c'est vraiment quelque chose de très... voilà. Après il y a plein de traditions, le jour de l'an, le 1er mai... Et puis on sent qu'ils aiment à se réunir. Il y a eu après la création de la fanfare qui a été vraiment quelque chose de très fort pour eux tous. Et puis la fête des Bouviers aussi, mais qui n'a pas duré très longtemps tout compte fait. Après la guerre de 1914, elle ne sera plus reprise. Ils se réunissent pour les battages, pour le travail de battage, mais après ils font ce qu'on appelle la réboule. Ils n'hésitent pas à faire souvent des banquets. Alors c'est plutôt les hommes, on va dire, dès qu'on inaugure un pont, on inaugure un travail qui a été fini, on fait un repas. On se retrouve pour l'assurance, on se retrouve pour le syndicat, on fait un repas. Par contre, les femmes sont là pour les repas de famille. Et les repas quand on voit les menus, sont vraiment énormes. Mais il faut bien se dire que la fin n'est pas loin et donc peut-être ce qui explique ces repas vraiment énormes.